Après des critiques mitigées, mais un énorme succès en vidéoclub avec Nico, Steven Seagal et le réalisateur Andrew Davis sont sur un projet de la Warner qui, comme de nombreux studios, veulent avoir leur propre version du modèle de Die Hard et sa suite. Le projet est établi sur le scénario de J.F. Lawton, intitulé Dreadnought. Le film sortira en 1992 aux États-Unis, rebaptisé Under Siege, et sortira en 1993 en France sous le titre Piège en haute mer, pour reprendre commercialement la trame du titre français de Die Hard, Piège de cristal. Premier maître Ryback, Lieutenant Taylor, à vos ordres. inutile de me dire à vos ordres, lieutenant, dans la cambuse on fait pas tant de manières. Faites attention Ryback, on a encore une semaine à passer ensemble. Alors si je comprends bien, je vous verrai jamais sortir de la puberté? Avec l'USS Missouri sur le point d'être mis hors service, il se retrouve en difficulté lorsque le commandant Krill se faufile à bord d'un groupe de terroristes qui prennent le contrôle du navire et prévoient de voler les missiles nucléaires afin de les revendre aux plus offrants. Mais ce sur quoi il ne comptait pas, c'était le cuisinier du navire, Casey Ryback, car à l'insu de tous, il est un ancien Navy Seal servant en son temps à bord du Missouri. Découvrant que Krill est un ancien agent des opérations spéciales dirige le navire, Ryback devient une armée d'un seul homme alors qu'il entreprend de les empêcher de voler les armes. Vous êtes un type des forces spéciales ou un truc comme ça? Non, moi je suis cuisinier. Cuisinier? Un tout petit cuisinier. Au début des années 90, juste après que Die Hard ait remodelé le genre d'action, non pas une mais deux fois, d'autres studios se sont lancés dans la course pour créer leur propre superproduction qui correspondait au modèle de base. Piège en haute mer, bien qu'il soit peut-être le premier succès financier utilisant la formule, n'a pas d'intrigue aussi intéressante que ses influenceurs. Mais c'est un actionneur chargé à bloc et parfaitement divertissant qui doit particulièrement ravir les admirateurs de Steven Seagal. Ça sera le plus gros succès commercial de l'acteur. Cette fois, le décor n'est pas un gratte-ciel de dîner chic ou les entrailles d'un aéroport, c'est les entrailles de l'USS Missouri, le cuirassé le plus légendaire de la marine américaine, la cale caverneuse, le pont avant imposant, les canons des missiles Tomahawk, le cuirassé de plus de 200 mètres de longueur est lui-même un site hypnotique. Et le réalisateur Andrew Davis transmet la majesté du bateau de fer ainsi que le mystère du cuirassé jusqu'à la garde. Sans surprise, Ryback ne se limite pas à son excellente expertise en matière de pâtisserie. C'est un ancien Navy Seals avec suffisamment de mentions de bravoure pour stocker tout un poste de ravitaillement militaire. Non pas qu'ils doivent sauver le navire tout seul, sans parler d'Honolulu, de la destruction totale. Il est assisté d'une ancienne playmate de Playboy, jouée par Erika Elenia, qui est sur le bateau pour sortir ostensiblement du gâteau d'anniversaire surprise du capitaine, ainsi que de ses collègues cuisiniers dont plusieurs ont déjà tiré avec une arme à feu. Le scénario est étroitement construit et suit les rythmes nécessaires comme un clone de Die Hard, tandis que le reste de la distribution et le réalisateur Andrew Davis sont à la hauteur de la tâche pour divertir. Le rythme du film est léger et propulsif. Il se passe toujours des choses dans ce film, qui est la marque de fabrique du divertissement d'action des années 1990 en général. Les plans du film n'ont rien d'extraordinaire, mais sont très efficaces, coupant principalement entre gros plans et mouvements simples pendant les scènes d'action. Davis n'est pas le genre de réalisateur à éblouir avec sa caméra comme Michael Bay, mais il sait où pointer la caméra et comment faire bouger les choses. Contrairement à d'autres clones de Die Hard, Piège en haute mer évite le blabla critique et consommateur en essayant de ne pas être trop différent de son ancêtre spirituel. Son approche en chiffres pour refaire Die Hard sur un cuirassé l'a sauvé, car il a conservé tous les éléments qui ont rendu Die Hard si convaincant. Des parallèles entre les deux films peuvent être faits. Die Hard a fait interrompre une fête par un groupe de terroristes dans un gratte-ciel technologique afin de réaliser un vol compliqué. Piège en haute mer a un groupe de terroristes qui organise et interrompt une fête dans un cuirassé qui sera bientôt mis hors service afin de réaliser un vol compliqué. Le héros de Die Hard était un invité flic improbable qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au bon moment. Le héros de Piège en haute mer est un improbable cuisinier ancien Navy Seals qui se retrouve au mauvais endroit, au bon moment. Les terroristes de Die Hard étaient un groupe coloré et éclectique, dirigé par l'un des meilleurs antagonistes du cinéma, sans pitié. Les terroristes de Piège en haute mer incluent un commandant de la marine traître et un leader d'un groupe rock'n'roll sous couverture excentrique, qui sont plutôt de bons méchants de film sans pitié. McClane saute du gratte-ciel juste au moment où le toit explose, mais est attaché à un tuyau. Ryback saute du navire juste au moment où un hélicoptère explose,
mais est attaché à un câble. Dans Die Hard, les autorités qui se présentent sont hostiles aux héros, au lieu d'être solidaires et serviables. Dans Piège en haute mer, ils ne sont guère plus sympathiques. Mais l'un des éléments les plus vitaux de la formule Die Hard peut être rayé de la liste avant même de regarder le film. Ryback semble être un cuisinier humble et modeste, ce qui aurait rendu l'intrigue beaucoup plus excitante. Mais bien sûr, c'est un ex-Navy Seals, enlevant efficacement le stress du danger pour sa personne. L'attrait de John McClane était qu'il n'était pas un super-héros avec des compétences spéciales. C'est juste un homme ordinaire pris au mauvais endroit, au mauvais moment. Le Kaiser Ryback de Seagal semble comme s'il était un homme ordinaire, mais la révélation surprise qu'il était en fait un Navy Seals signifie que nous savons qu'il sera apte à éliminer Stranix et son équipe presque à lui tout seul. Soudain, ce n'est plus une norme contre des chances incroyables, c'est un agent hautement qualifié contre des chances qui sont vraiment tout à fait égales. Seagal n'est pas Willis. En tant que star d'action, il manque de charisme ou de grâce. Son regard mort ne suscitant jamais une réponse émotionnelle ou un sentiment d'accomplissement euphorique lorsqu'il obtient un résultat positif. Il essaie peut-être d'être un dur à cuire, mais ne dégage pas beaucoup d'émotions, dû à un jeu un peu limité, mais il arrive à rendre son personnage cool, et c'est déjà pas si mal. Seagal n'est pas un grand acteur de talent, mais ce qu'il a cependant, c'est une attitude. Sa présence à l'écran dans ses films de début de carrière est souvent fantastique. Il a un regard sombre dans les yeux, et une immobilité intimidante. Essentiellement, moins il parle, plus il est efficace. Contrairement à McClane, Ryback est une page blanche en dehors de ses exploits passés au Vietnam, au Panama ou au Moyen-Orient. Aucune mention n'est faite sur sa vie de famille. Il n'a pas de personnalité, par Seagal ou le scénario, et est moins inventif que McClane, bien que ce soit à dessein, puisque Andrew Davis a reconnu que Seagal ne pouvait pas, et ne peut toujours pas, agir et que les méchants sont bien plus intéressants que le héros. Vous êtes un malade. Noyez vos propres hommes. Ouais. De toute façon, ils m'ont jamais aimé. Je suis sûr que maintenant il vous adore, hein? Stranix de Tommy Lee Jones et Krill de Gary Busey sont facilement les meilleurs atouts de Piège en haute mer, car ils sont tous deux déséquilibrés et vindicatifs envers le gouvernement américain pour avoir tenté de les assassiner. Personne ne peut deviner pourquoi cette trame de fond est née, faisant essentiellement des performances la seule raison pour laquelle le duo est le moins du monde divertissant. C'est leur pure folie qui les rend amusants à regarder, et beaucoup moins prévisibles que les autres méchants dans les films avec le même scénario. Des scènes telles que Stranix imitant le personnage de dessin animé classique de Bip Bip et le Coyote, et Krill se déguisant en femme pour la fête d'anniversaire, constituent des points culminants du long métrage. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin de tests psychologiques? Absolument pas. Forgeant la formule de Die Hard avec un super mélange d'action sans fioriture, d'exposition discrète et d'humour bien placé, le scénariste J.F. Lawton a livré une salve narrative terriblement explosive. La direction viscérale de Davis est formidable. En particulier, il présente le navire lui-même comme un personnage majeur, et ses vues sur les destroyers massifs sont elles-mêmes des points forts majeurs du film. La prise de contrôle initiale est parfaitement rythmée, et la révélation éventuelle de Stranix et Krill est violente sans s'aventurer en territoire exagéré. Andrew Davis fait un excellent travail pour créer une atmosphère agréable sur le navire, permettant à un groupe de rock de mettre l'ambiance et réunissant une partie importante des compagnons de bord pour profiter du spectacle. La clé de la séquence est sa longueur. Cela dure juste un peu plus longtemps que prévu, berçant le public dans un sentiment de sécurité et rendant la transition soudaine remarquablement efficace. Et pendant ce temps, Ryback est enfermé dans une chambre froide pour subordination, qui lui permettra d'être oublié et de pouvoir riposter. Andrew Davis gère bien l'espace des lieux, qui sont presque tous limités à des couloirs et des couloirs exigus. La note majeure ici est la conception sonore et le bruitage. Tout semble explosif, viscéral et percutant, avec le combat final et tous les coups de feu qui méritent le plus d'éloges. Accompagné d'effets pratiques et d'explosions formidables, et d'un grand niveau d'utilisation de la technique d'introvision de pointe pour l'époque, pour éviter d'utiliser des écrans verts ou bleus, Piège en haute mer est sans aucun doute, pour ces raisons, le film dans lequel Steven Seagal a participé, le plus raffiné.
Toutefois, le scénario de J.F. Lawton demande au public de suspendre beaucoup d'incrédulité afin d'accepter la prémisse de base d'un petit groupe de terroristes prenant le contrôle du navire, qui est habité par des milliers de personnes hautement qualifiées et possédant des ressources et des compétences militaires stratégiques. Lawton essaie d'utiliser l'explication habituelle selon laquelle la prise de contrôle a été aidée par la trahison et, comme dans la vraie vie, des problèmes provenant d'une opération secrète américaine devenant catastrophiquement voyou avec un agent supérieur se retournant contre son propre pays. Le décor du cuirassé cependant est susceptible de ravir les amateurs de marine parmi les spectateurs, car ce type de navire militaire, qui était une merveille technologique et la fierté des nations dans la première moitié du XXe siècle, était rarement représenté dans les films hollywoodiens. La bande originale du film de Gary Chang est très efficace. Andrew Davis avait déjà dirigé Tommy Lee Jones dans Opération Crépuscule et le retrouvera un an après Piège en haute mer pour Le Fugitif, où l'acteur gagnera un Oscar. Harrison Ford ayant décidé de choisir le réalisateur en assistant à une séance de montage du film, approuvant le travail du metteur en scène. Quant à Steven Seagal, il reprendra son rôle de Kaiser Ryback pour Piège à grande vitesse en 1995. Tu te souviens pas? C'est pas un job, c'est une aventure. Je suis imbattable dans une cuisine.